Bien, bonjour à tous. Le cours que je vais donner cette année s'inscrit dans le prolongement et complète celui que j'ai présenté l'année dernière. Ceux qui ont assisté se souviennent que nous avons d'abord examiné les étapes du contrôle de la route caravanière reliant la ville de Coptos en Égypte au port de Myos Hormos, en évoquant les fouilles des forteresses de Qusur al-Banat, dont on ne connaît pas le nom antique, de Crocodilo, de Bir al-Mamat, de Wadi al-Mamat, de Persou, de Maximianon, de Halmha, de Bir Seyala et de Dawi. Puis, j'ai exposé en détail les résultats des recherches encore largement inédites de l'équipe française dirigée par Hélène Cuvini, recherches qui ont été conduites depuis l'année 2000 sur l'équipement de la route qui va de Coptos à Bérénice et qui se détache de la première, c'est-à-dire celle qui allait à Myos Hormos, au niveau de l'oasis de l'Akeïta, l'ancien Phoïnikon. Ainsi ont été examinés et critiqués les résultats des fouilles de Didumoy, de Dios, de Birbaïza, de Falakro, et ont été évoquées les prospections, surtout dues à l'équipe de Steve Sidebottom sur les derniers forts de la route qui n'ont pas été à proprement dit fouillés, mais seulement sondés. Soit le fort certainement d'origine ptolémaïque et le plus grand de la route qui s'appelle Apollonos Hydroma, et puis ensuite les autres forts jusqu'à Bérénice. On en a tiré les grandes lignes de l'histoire de ces deux routes qui commence à l'époque pharaonique, connaît un certain développement sous les Ptolémées, puis un maillage serré de forts durant le Haut Empire romain, suivi d'un abandon dû au retrait de l'armée dès le début du IIIe siècle pour la route de Myos Hormos et quelque part dans le troisième quart du IIIe siècle pour celle de Bérénice. Des collègues spécialistes de diverses problématiques nous ont présenté des aspects particuliers. Michel Rédé, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, a présenté l'architecture des forts et le rôle de l'armée. Charlène Bouchot a montré l'apport de l'archéobotanique à l'étude des relations commerciales avec l'Inde, l'Arabie et la côte orientale de l'Afrique. Roberta Chambers a illustré comment les céramiques indiennes et sud-arabiques trouvées à Bérénice et à Myos Hormos, et ainsi que les céramiques romaines trouvées en Arabie et en Inde, retracent l'essor et le déclin des flux commerciaux. Adam Bülow-Jacobsen a expliqué les conditions de voyage et de transport sur les pistes caravanières à partir des informations livrés par les nombreux ostracas, c'est-à-dire les documents écrits sur des tessons de vase, surtout des amphores. Et enfin, Hélène Cuvini a expliqué pourquoi les documents écrits donc sur ces ostracas ne traitent presque jamais ou de façon incidente du grand commerce érythréen, d'où le titre qu'elle avait donné à sa présentation « Pourquoi les textes sur ostracas trouvés dans les forts romains du désert de Bérénice ne parle-t-il pas du commerce érythréen ?» Au cours de cette année, où une partie des cours sera donnée à l'université d'Oxford et une autre partie à celle de Trento en Italie, avec lesquels le Collège de France a des accords de partenariat, je vais apporter des compléments en élargissant le cadre géographique de l'enquête. En premier lieu, et aujourd'hui, je traiterai en détail du fort de Xéron-Pélagos, que j'ai seulement mentionné l'année dernière. En effet, la fouille de cette forteresse venait l'année dernière à peine de s'achever et je n'avais pas eu le temps de synthétiser la documentation réunie. La fouille de ce site a été particulièrement importante car, comme je vais l'expliquer, c'est celui qui permet de cerner le plus précisément le moment où l'administration impériale a décidé de retirer les troupes stationnées dans le désert de Bérénice. Le cours suivant sera consacré au port de Myos Hormos, un des ports avec Bérénice officiellement autorisé à accueillir les navires venant d'Arabie ou d'Inde. Ensuite, je présenterai l'état des recherches sur le port de Bérénice
que j'ai pu visiter à nouveau cette année sous la conduite de son archéologue Steve Stibottom. Le dernier cours de ce cycle traitera des autres ports, c'est-à-dire Clysma, Nekesia, qui sont moins bien connus que les deux précédents, et il offrira aussi une synthèse sur l'évolution de la vie maritime et les fluctuations du commerce érythréen à partir des données de l'ensemble de ces fouilles. Comme l'année dernière, j'ai souhaité que des collègues plus compétents que moi sur certains points viennent nous éclairer. La première personne qui viendra sera la semaine prochaine Dominique Cardon, directrice de recherche au CNRS et spécialiste des tissus, qui, le 21 octobre, traitera de la production textile et de l'histoire économique, les tissus trouvés dans le désert oriental d'Égypte. Ensuite, ma collègue Leila Némé, qui est elle aussi directrice de recherche au CNRS, abordera l'autre rive de la mer Rouge, c'est-à-dire la côte orientale, d'Aqaba aux îles Farasan, dans un séminaire qui aura lieu le 25 novembre 2014. Coptos, porte du désert et place de commerce centrale du commerce érythréen, ne pouvait rester dans l'ombre. J'ai donc demandé à Laure Pantalacci, professeur à l'Université de Lyon et qui fouille présentement à Coptos, de nous présenter un état de la question à jour des dernières recherches. Enfin, nous aborderons la longue durée avec mon collègue italien Federico De Romanis, professeur à l'Université de Rome, qui reviendra sur l'interprétation du papyrus de Muziris et présentera les circonstances et les fluctuations du commerce du poivre de l'Antiquité à l'époque moderne. Sur cette note épicée se terminera notre cycle sur le commerce érythréen et je consacrerai mon dernier cours et dernier séminaire à Paris le 16 décembre à un retour sur une thématique que j'avais abordée au cours de l'année universitaire 2011-2012, celle des moulins hydrauliques antiques. En effet, la multiplication des découvertes au cours des 3 dernières années m'incite à faire à nouveau le point sur cette question dont l'importance historiographique est considérable. À cette occasion, j'ai demandé à Bastien Lemaire, qui est un jeune chercheur qui présente un doctorat sous ma direction, de présenter les fouilles préventives d'une villa romaine qui vient d'achever dans le sud de la France, et ça nous intéresse particulièrement quand cette villa comporte, outre des installations de production de vin et d'huile, un grand moulin à eau. Enfin, je vous indique que le professeur John Shedd et moi-même avons invité le professeur Pier Giovanni Guzzo, qui fut surintendant de l'archéologie de l'Émilie-Romagne, de la Calabre, de Pompéi et de Naples, a donné une série de leçons sur la colonisation grecque en Italie du Sud et sur Pompéi pré-romaine. La première de ces leçons, intitulée Cume et Pithecus, les débuts de l'établissement des Grecs en Italie méridionale, aura lieu le 5 novembre. La seconde, sur Megara Iblea et les fondations chalcidiennes en Sicile orientale, aura lieu le 12 novembre. La troisième, sur Sybaris et les peuples indigènes du nord de la Calabre, le 19 novembre. Et la dernière, sur Pompéi italique et sa structuration urbaine, le 24 novembre. Le professeur Guzzo est fameux pour son érudition, son sens du terrain et surtout pour son sens critique, qui lui fait souvent envisager les questions d'un point de vue inédit. De plus, il fut le premier fouilleur de Sybaris et il bénéficie, pour Pompéi, de la connaissance directe des dernières recherches qu'il a patronnées en tant que surintendant de 1995 à 2010. Je vous incite donc vivement à venir assister à ces leçons qui, sur bien des points, sont révolutionnaires. La Campanie, d'ailleurs, ne nous éloigne pas trop de notre sujet de cette année, car, comme vous le savez depuis l'année dernière, une partie des marchands qui commerçaient en mer Rouge étaient originaires de Pouzzoles et qu'une notable proportion des amphores à vin exportés par les ports de Myosormos et de Bérénice au 1er siècle de notre ère venaient précisément des alentours du Vésuve.
Mais il est temps de retourner dans le désert oriental d'Égypte afin d'exposer le résultat des fouilles du fort de Xéron-Pélagos. Ce fort de Xéron-Pélagos est situé à une quarantaine de kilomètres au sud du fort de Dios que je vous ai présenté l'année dernière. Donc, vous voyez ici la carte de l'Égypte que vous commencez à bien connaître, la ville de Coptos, le port de Myosormos, avec cette route relativement courte, mais dont nous avons vu qu'elle fut utilisée relativement peu de temps au cours de l'Empire, et puis la route qui est menée à Bérénice, beaucoup plus longue et plus longtemps utilisée. Donc le secteur où nous nous situons est à peu près au milieu, au niveau donc de cet ensemble de forts représentés par les deux forts successifs de Dios et à côté le fort donc de Xéron-Pélagos. Ce site est situé donc sur une éminence, une toute petite éminence au milieu d'un large wadi sableux qui forme comme une mer asséchée qui a donné donc son nom grec à cette étape. Le site a fait l'objet de fouilles de la part de l'équipe française du désert oriental, dirigée par Hélène Cuvigny, entre janvier 2010 et janvier 2013. Au cours de ces 4 campagnes, 5 archéologues français ont travaillé de concert, Michel Rédé, Bérengère Redon, Thomas Fauché, Emmanuel Bott et moi-même. J'ajouterai que j'ai été aussi très utilement secondé par Bourdadi Mohamed Abdallah, qui est un de mes plus anciens ouvriers et qui est devenu, au fil des campagnes, un excellent fouilleur de dépotoirs romains, capable non seulement de suivre la stratigraphie avec brio, mais aussi d'en rendre compte selon des normes occidentales. Le fort est implanté sur un affleurement de poudingue compact au milieu de wadi. Vous voyez ici. À 380 mètres vers l'ouest se trouve une petite colline où il y a à la fois un amoncellement d'ossements brûlés au sommet et sur une petite colline secondaire un amoncellement de céramique. Voici ces collines avec ici le foyer avec les ossements brûlés et sur cette petite éminence une très grande quantité de céramique. La petite colline qui porte l'amoncellement d'ossements brûlés comprend donc essentiellement des ossements de chameaux et puis quelques tessons de poterie romaine. J'ai repéré un gisement identique à 500 mètres environ au nord du fort de Dios, donc le fort qui est immédiatement au nord de celui dont nous parlons. Je me suis longtemps demandé de quoi il s'agissait, est-ce qu'il s'agissait d'un lieu de culte où l'on faisait du feu, mais l'absence de tout matériel votif me paraît exclure cette option. S'agissait-il plutôt d'un lieu élevé où on allumait du feu pour donner des indications? Ça me paraît être plus probable. Si ce feu servait à transmettre des signaux, il faudrait bien entendu qu'il y ait d'autres relais, ce qui pose un double problème. Un, je n'ai pas trouvé d'autres sites de ce genre dans mes prospections autour des forts, et d'autre part, comment de tels relais auraient-ils pu être gardés et les feux alimentés dès lors qu'ils auraient été situés à quelque distance des forts? Je crois donc qu'il s'agit de points hauts où, lorsqu'on savait que les caravanes venant de Bérénice ou y allant, marchant de nuit, comme l'indique Pline au livre 6, paragraphe 103, les points hauts donc où on allumait un feu pour guider ces dernières vers le fort. Je vous rappelle le passage de Pline, comme on fait la plus grande partie de la route pendant la nuit à cause de la chaleur et qu'on passe le jour dans des haltes, le trajet de Coptos à Bérénice demande 12 jours. Sur une éminence voisine, ici donc, en léger contrebas, se trouvait, je crois, le scopélos du fort, c'est-à-dire le point haut où un soldat montait la garde en guettant les allées et venues pendant la journée. Aucune structure bâtie n'est visible, mais ce site est jonché, comme je vous l'ai dit, d'un très grand nombre de tessons d'amphores et de gourdes des 2e et de la première moitié du IIIe siècle après Jésus-Christ. On voit donc que ces deux lieux,
qui sont distants entre eux de 80 mètres, se complètent selon les heures du jour ou de la nuit. Ils servaient à signaler le fort aux caravanes et à repérer leur arrivée. De l'autre côté du wadi, donc là, le fort est ici, au milieu du grand wadi. Ici, nous avons cet ensemble un peu plus élevé qui permettait de faire le guet et de signaler les caravanes. Et de l'autre côté du wadi, ici, à 650 mètres environ, au pied de deux affleurements rocheux, se trouve le cimetière des personnes mortes dans le fort et dont, faute de moyens, le corps n'a pas pu être transporté dans la vallée. Je présenterai tout à l'heure les résultats des fouilles de ces tombes et qui ne manquent pas d'intérêt, comme vous allez le voir. Mais venons-en directement au fort lui-même. Le fort est un peu plus petit que les autres forts qui sont situés sur la route de Bérénice, à l'exception de celui de Falakro. En effet, il mesure 44 mètres par 33 mètres 50. Ces dimensions réduites pourraient être dues au diamètre du puits, qui est nettement plus petit que les autres. Le poudingue compact a permis probablement de creuser un puits plus étroit, laissant plus de place pour les constructions autour. Il n'a donc pas été nécessaire de construire, comme ailleurs, un fort de 50 mètres de côté. Mis à part cette particularité, le fort de Xéron est similaire à ceux de la série Didymoï, Aphroditès, Birbéisa. Il est défendu par 4 tours rondes et il y a 2 tours semi-circulaires de part et d'autre de l'entrée. La fouille de la porte n'a malheureusement pas livré l'inscription de fondation. La porte est analogue à celle aux autres qui sont connues sur les forts, mais son état de conservation est un peu meilleur qu'ailleurs dans la partie basse et laisse voir que les murs externes, aujourd'hui réduits à des parements de pierre, étaient à l'origine recouverts d'une couche d'argile, elle-même recouverte d'une peinture blanche. Donc, ça nous donne la preuve que, contrairement aux restitutions qu'on a l'habitude de voir, ces forts étaient tout blancs, peints en blanc, et se distinguaient donc nettement dans le paysage. Autour, en bloc de granit, est adossé un doublage haut d'une trentaine de centimètres, constitué de pierres et de briques crues fabriquées sur place. Ce doublage est en fait une banquette où s'asseyaient les occupants du fort et les voyageurs. Le seuil, constitué de briques crues, est encadré de 2 piliers construits en pierre et en briques crues également. À l'intérieur du fort, la butte originelle a été aplanie et nivelée par un remblai, sur lequel sont construits le rempart et les murs des casernements primitifs. Quelques murs de cette période sont conservés contre la courtine nord, que l'on voit ici. Vous voyez ici la courtine nord et on a ces murs qui sont très arasés en partie basse. On en a également contre la courtine est et d'autres enfin dans la courtine ouest. Ces murs sont construits en blocs de granit local, très fiables, liés à l'argile, et les sols sont en terre battue. Le rare mobilier associé à ces murs est datable de la fin du 1er siècle après Jésus-Christ et du IIe siècle. Il fait partie du comblement de fosses sur lequel plusieurs sols ont été ensuite établis. Cet état premier du fort se conclut par une phase d'abandon qui me paraît marquée par un lit de sable et de matière organique sur le dernier sol qui contenait quelques objets entiers. Cette couche de sable éolien pourrait indiquer qu'il y a eu, durant quelques années, un retrait de l'armée au cours de la seconde moitié du IIe siècle. Les murs de cet état initial sont malheureusement insuffisamment conservés pour qu'on puisse restituer un plan cohérent. Mais il faut imaginer une disposition régulière des casernements, en l'instar de ceux que nous avons vus pour Maximianon sur l'Odos Mysormitike, c'est-à-dire la route de Myosormos, ou celui de Birbéisa sur la route de Bérénice. Alors vous voyez ici les quelques murs que nous avons pu retrouver au fond des fouilles, et
une restitution possible des casernements qui devaient en fait faire le tour. Il est assuré en revanche que les installations hydrauliques, le puits, les citernes et probablement des thermes appartiennent à cette phase initiale. Du puits effondré, on ne connaît que l'emplacement, marqué par un entonnoir rempli de sable. En effet, faute d'engins mécaniques, il n'a pas été possible de vider, même partiellement, l'énorme volume de sable qui le comble. Et il est vraisemblable qu'il était occupé dès les origines d'une machine élévatoire d'eau. Cette noria était reliée à une conduite amenant l'eau aux citernes. Au cours des temps, 5 canalisations successives ont été bâties pour amener dans les citernes l'eau du puits, et ainsi d'ailleurs que celle issue du vidange des baignoires, de la vidange des baignoires des thermes. Ces citernes sont au nombre de 3, comme dans le fort de Dios, et elles ont été construites d'un seul jet, probablement immédiatement après le creusement du puits. Comme partout ailleurs, les murs en sont bâtis en pierre, liés avec un fort mortier de chaux. La partie supérieure des parements internes sur 6 assises est constituée de briques et le fond lui-même est constitué de briques recouvertes d'un enduit hydraulique. Cet équipement essentiel a donc fait l'objet d'un très grand soin. L'ensemble des 3 citernes avait une contenance théorique de 325 000 litres. Comme à Didymoi et à Dios, les citernes devaient être reliées à des abreuvoirs extérieurs, probablement situés sur le côté ouest du fort, mais cette zone qui est très ensablée n'a pas pu être dégagée. Entre le puits et les citernes, contre la comptine sud du fort, c'est-à-dire dans cet endroit-là, se trouvaient les thermes. La fouille de ce secteur, effectuée par Michel Rédé puis par Bérengère Redon, a révélé 5 phases de construction qui s'échelonnent durant toute la durée d'occupation du fort. Que ce secteur ait connu 5 phases principales est normal pour des installations qui subissent des chocs thermiques. Si la chronologie relative des bâtiments est relativement claire, on peine à fixer une date pour chacune des phases du fait du manque de mobilier archéologique associé à ces constructions et aussi de sa grande banalité. Le matériel est effectivement essentiellement constitué de tessons d'amphores égyptiennes très difficilement datables avec précision. Toutefois, les fouilleurs ont remarqué qu'il existe sous les constructions des phases successives qu'on voit ici un niveau de cendre qui est datable du 2e quart ou peut-être du milieu du 2e siècle après Jésus-Christ, un niveau de cendre qui repose sur le substrat géologique. Bien qu'aucune structure bâtie ne puisse lui être associée, ce niveau de cendre peut être la trace d'une première installation thermale totalement détruite par l'implantation des salles postérieures. Il faudrait donc imaginer que, comme dans les forts de Didymoi et de Dios, des thermes ont été construits dès la phase d'implantation du fort. À cette époque-là, où était l'Aedes Signorum, donc pour cette phase initiale, c'est-à-dire le sanctuaire? À Maximianon et à Didymoi, nous avons cru pouvoir le situer en face de l'entrée, c'est-à-dire dans ce secteur qui est ici, où là nous avons les thermes. Mais rien ne l'assure ici. Rappelons que dans le fort de Bir Beisa, qui date de la fin du 1er siècle après Jésus-Christ et qui doit correspondre au premier fort que l'on appelle Dios, le sanctuaire était en fait un bâtiment isolé dans la cour. On ne sait donc pas où placer le sanctuaire primitif de Xéron Pélagos. En revanche, nous remarquons que, comme dans tous les forts du désert, il existe un bâtiment central dans l'axe de la porte, juste devant le puits. Comme partout, ce bâtiment est très ruiné. Il a été en partie aspiré par l'effondrement du puits.
Toutefois, à Crocodilo, à Maximianon et dans le fort dont nous ne connaissons pas le nom antique mais que nous appelons Hamra, ce bâtiment est très bien agencé, très bien construit, les sols sont dallés, les murs sont tendus. Il faut donc y voir un bâtiment relativement prestigieux. Or, nous savons qu'il ne s'agit pas du prétorium, c'est-à-dire de l'endroit où habite le commandant du fort, car il est situé à notre emplacement, nous allons le voir tout à l'heure. Nous savons qu'il ne s'agit pas d'un sanctuaire, car on n'a jamais trouvé de mobilier rituel associé, et je pense donc qu'il faut l'interpréter comme un bureau où se tenait le responsable chargé de contrôler les allées et venues dans le fort et entre les forts. La découverte de nombreux ostracas de distribution de blé dans des silos accolés à l'ouest de ce bâtiment renforce cette opinion, comme nous allons le voir tout à l'heure. Il existe à côté du fort lui-même un groupe de bâtiments qui a été édifié à 32 mètres à l'ouest du fort. Donc vous voyez ici dans l'arrière-plan le fort de Xéron-Pélagos, en avant l'énorme dépotoir qui s'est constitué au fil du temps, et ici un second dépotoir qui recouvre des bâtiments. Ces bâtiments ont été recouverts assez rapidement par des déchets et ils remontent à la période de fondation du fort car ces bâtiments sont bâtis directement sur le lit du Wadi. Deux phases sont à distinguer. Il y a une phase primitive, principalement construite en briques crues, incluant des pierres de divers calibres, dont les sols, comme vous le voyez sur la diapositive, sont en chaux et avec une décoration parfois de plaquettes de schiste. Les murs sont tendus d'argile et parfois de chaux, et il existe une évacuation formée par des amphores découpées qui montrent que certaines pièces recevaient de l'eau. Toutefois, ce que l'on connaît du plan et des aménagements ne permet pas d'attribuer ces pièces ni à des thermes ni à des abreuvoirs. On doit donc plutôt imaginer des pièces d'habitation dotées de certains équipements hydrauliques. Dans une seconde phase, deux grandes pièces que vous voyez là et là, sont construites au-dessus de la destruction des salles précédentes. L'interprétation de ces bâtiments suscite deux hypothèses qui ne sont pas incompatibles. Il pourrait s'agir, dans la première phase, de bâtiments rapidement édifiés en briques crues pour abriter une partie du détachement militaire chargé d'édifier le fort et de creuser le puits. Ces bâtiments auraient été ensuite utilisés comme hospitia pour les voyageurs accompagnant les caravanes. J'ai proposé une explication analogue pour le bâtiment extérieur de Bir Beiza qui, du fait de son mode de construction, est légèrement antérieur au fort lui-même de Bir Beiza. Le fort de Phalacron, qui est le fort suivant par rapport à celui que nous étudions, présente aussi un aménagement de ce type. En revanche, on ne sait pas pourquoi les bâtiments externes de Xéron-Pélagos ont été abandonnés, rasés et recouverts de déchets dès la première moitié du IIe siècle. En effet, les couches qui les recouvrent livrent de nombreux amphores Dressel de 4, notamment des Dressel de 4 italiennes, des verreries du début du IIe siècle et aucune gourde fabriquée à Assouan, gourde dont le type se diffuse à partir du règne d'Antonin le Pieux. Correspondant au premier état du fort, comme partout ailleurs, et notamment les forts de Crocodilo et Maximianon, un énorme dépotoir se crée dès les origines. Et il est situé, vous voyez ici, il est plus grand en extension que le fort lui-même. En effet, au 1er et 2e siècle après Jésus-Christ, l'armée maintient les forts dans un grand état de propreté. Et tous les déchets sont transportés sur le dépotoir extérieur qui constitue pour nous les archives de son histoire grâce à sa stratigraphie, au matériel archéologique qu'il contient et aux ostracas qu'il recèle. La stratigraphie du dépotoir est très bien conservée et constitue
principalement, comme sur les autres sites, et qui constituait principalement, comme sur les autres sites, en une succession de couches de paille partiellement décomposées, mêlées à du sable et à des niveaux de cendres. Le bon état de conservation des matières organiques a permis la préservation de nombreux fragments de cuir et de textiles. Ce sont ces textiles que vous présentera la semaine prochaine Dominique Cardon. Au total, les fouilles du dépotoir ont fourni 2735 objets, surtout des vases, et 3900 amphores, surtout des amphores égyptiennes dites AE3, qui proviennent de la région de Coptos, où la présence militaire avait favorisé un développement des vignobles. On trouve aussi des importations d'amphores vinaires d'Italie, de Crète, de Cilicie, de Chypre et de Gaule. Ici un petit exemplaire, une dresselle de 4 de Cilicie. La Cilicie, c'est une des provinces du sud de la Turquie actuelle, une amphore à vin de Chypre, une amphore à vin de Crète et une amphore à vin de Gaule méridionale, donc de Gaule narbonnaise. Les proportions, comme vous le voyez, sont relativement faibles par rapport aux céramiques locales, au vin local, aux amphores fabriquées à Coptos, mais sont quand même significatives et permettent de voir que, au cours de la période d'utilisation de ce dépotoir, on a principalement des importations italiennes, des importations de Cilicie et de Chypre, le reste étant un peu plus marginal. La stratigraphie est continue et dans la partie supérieure, nous avons eu la chance de faire quelques découvertes plus spectaculaires et je signale par exemple l'existence de 2 chaudrons de cuivre du IIe siècle après Jésus-Christ qui étaient en parfait état de conservation, comme vous le voyez. Cette stratigraphie qui comporte des centaines de couches, je ne vais bien sûr pas vous la détailler. Mais pour la clarté de l'exposé, je vais distinguer 4 grandes phases, dont les 3 premières correspondent à l'occupation primitive du fort. C'est d'ailleurs grâce au matériel trouvé dans les couches profondes du dépotoir qu'on peut tenter de dater sa fondation. La première phase du dépotoir correspond en effet aux travaux de construction du fort et elle est caractérisée par une couche de détritus que vous voyez très bien à la base de la stratigraphie ici, c'est cette couche marron très foncée, et qui doit correspondre, selon moi, à l'occupation au moment de la construction et aux premiers déchets. Et cette couche est recouverte par un très épais dépôt de pierres concassées et de gravier qui provient du creusement du puits. Le mobilier provenant de ces couches est datable de l'époque flavienne. En effet, j'y ai trouvé des amphores fabriquées à Assouan, des céramiques d'Assouan fines, notamment à parois fines, des céramiques sigillées orientales, surtout du type Eastern Sigillata A, et certains types de gargoulettes à pâte blanche qui disparaissent par la suite. Mais plus important pour nous, donc, dans cette énorme accumulation de gravier que vous voyez là, qui forme en quelque sorte le cœur du dépotoir, dans le gravier, nous avons pu mettre au jour 2 tessons qui sont tout à fait caractéristiques, car ils proviennent d'un bol de type dit Dragendorf 37, qui est produit à la Grofezanque, près de Millau, dans l'Aveyron. Et ce type de production est bien daté des années 60-70 de notre ère. À défaut d'ostracones datés dans les couches anciennes, ce vase est un indice net de construction à partir des Flaviens. Et je pense donc que le fort de Xéron-Pélagos a été édifié lors de la campagne de construction décidée par le préfet d'Égypte, Lucius Iulius Ursus, lors de son voyage à Bérénice en 76-77 de notre ère. Au-dessus de cette couche de gravier
que vous voyez ici, donc, les soldats ont progressivement déposé des détritus dans le dernier quart du 1er siècle et au début du 2e siècle. À cette deuxième période appartiennent, comme dans les autres forts, des niveaux de matière organique, notamment de balles de céréales, des niveaux de cendres, de charbon qui proviennent du nettoyage des thermes, et des niveaux de vaisselle et surtout d'amphores témoignant des nettoyages périodiques et probablement aussi de fêtes. Je citerai par exemple la couche 81 811 qui a livré plus de 200 amphores, surtout, comme vous le voyez, des amphores égyptiennes à E3, mais aussi des amphores crétoises, des dressels de 4 d'Italie et de Cilicie, associés à de la vaisselle régionale d'Assouan et de la région de Coptos, ainsi qu'à une dizaine d'objets en verre, principalement des gobelets et des flacons à parfum, tous datables de la fin du 1er siècle et du début du 2e siècle de notre ère. À cette phase appartiennent des constructions de petits abris dotés de mangeoires dans lesquels les soldats élevaient des cochons. Des sous de ce type ont été trouvés dans tous les dépotoirs des forts des 1er et 2e siècles après Jésus-Christ et ils disparaissent au 3e siècle. Une 3e phase du dépotoir, qui donc plutôt correspond au milieu de la stratigraphie que vous voyez ici, couvre la seconde moitié du 2e siècle. Elle est caractérisée par l'apparition puis la diffusion de gourdes qui servaient au transport du vin. On trouve d'abord celles qui sont fabriquées à Assouan à partir du milieu du 2e siècle et qui sont assez caractéristiques car elles sont recouvertes de ce vernis rouge assez caractéristique. Ces dépôts, donc, qui contiennent des gourdes fabriquées à Assouan, recouvrent les niveaux intérieurs, mais ils sont surtout concentrés sur une forte épaisseur dans la partie ouest du dépotoir en face de la porte. Ils incluent de nouvelles importations d'amphores vinaires et notamment beaucoup d'amphores dites Agora G199 qui sont produites à Chypre, et c'est là qu'on voit apparaître les amphores gauloises 4 de Narbonnaise. Une 4e phase qui correspond au tout dernier niveau du dépotoir, c'est-à-dire les parties tout à fait supérieures, est caractérisée par l'apparition de gourdes à pâte blanche, que vous voyez ici, qui sont fabriquées massivement dans la région de Coptos à partir de la fin du 2e siècle. Il est probable que les dépôts de cette 4e phase du dépotoir chevauchent en partie la phase 2, l'état 2, disons, du fort que nous allons voir maintenant, état 2 qui voit une réfection importante de l'intérieur des casernements, peut-être après une phase d'abandon. Lors de l'état 3 du fort, en effet, qui suit donc l'état 2, les déchets ne sont plus généralement portés sur le dépotoir extérieur lors de grands nettoyages, mais ils sont accumulés à l'intérieur du fort. Toutefois, il est possible que quelques déchets aient continué à être rejetés en dehors. Il est temps maintenant d'aborder ce qui se passe à l'intérieur du fort par la suite. Une date que je ne parviens pas à fixer avec précision, mais qui doit se situer dans le dernier quart du IIe siècle ou au début du IIIe siècle, on assiste à des transformations notables dans le fort qui sont caractérisées par la construction d'une longue salle à piliers dans l'angle nord-est, c'est-à-dire dans ce secteur-là, par un rehaussement des sols des pièces 7 et 8, que nous verrons tout à l'heure ici, qui sont alors dotés de piliers centraux, ainsi que par la réfection des thermes dans ce secteur-là. Par la suite, lors d'un 3e grand état, la plupart des casernements à l'intérieur du fort ont été reconstruits. Certains murs anciens ont été toutefois conservés comme fondation, mais le plus souvent, les nouvelles pièces sont totalement différentes des précédentes.
Ce type de reconstruction a été constaté dans les forts voisins de Didumoy et de Dios. Enfin, lors de l'état 4, qui caractérise les derniers niveaux d'occupation, on assiste d'une part à la construction de plusieurs faux rapins successifs dans l'angle nord-est, c'est-à-dire ici, à des remaniements dans les casernements de l'angle sud-est et à une transformation des termes. Pour ce qui est de l'état 2, c'est-à-dire du moment où, peut-être après une phase d'abandon, on reconstruit des casernements à l'intérieur du fort, nous avions à Didumoy daté cette réoccupation par l'armée de l'année 176-177 à cause d'une inscription qui indique que le puits et les citernes ont été reconstruits durant la 17e année du règne de Marc Aurèle. Je serai plus nuancé aujourd'hui. L'inscription en question nous assure qu'il y a eu des travaux importants dans le fort, mais non que la prolifération des petites pièces soit attribuable à cette période. Au vu de la récurrence du phénomène, on ne peut le ramener à un événement ponctuel comme l'effondrement d'un puits, sauf si cet effondrement a été causé par un tremblement de terre dont les effets seraient sensibles dans toute la région. Cela implique probablement une révision de nos conclusions sur Didumoy. Les travaux de 176-177 ont peut-être été accompagnés d'une réfection du sanctuaire, et ce serait à ce moment-là qu'on aurait alors créé sur ce site une abside dans le sanctuaire, qui était situé au sud du fort. Quant au transfert du sanctuaire dans l'angle nord-ouest du fort de Didumoy, il pourrait être intervenu ultérieurement au début du IIIe siècle. Donc cette hypothèse demande à être testée et évidemment les fouilles de chaque fort permettent de nuancer, de réinterpréter les résultats des fouilles des forts précédents. Quoi qu'il en soit, examinons maintenant en détail l'évolution des bâtiments intérieurs du fort de Xéron-Pélagos en partant de la porte, en continuant par l'angle nord-est, l'angle sud-est, et ensuite nous reviendrons dans ces parties-là. La partie située entre l'angle nord-est du fort et la dépression formée par l'effondrement du puits a pu être fouillée totalement. À première vue, comme vous le voyez, elle semble un enchevêtrement confus de construction. Mais il faut décomposer son évolution en plusieurs phases. Nous avons vu que les casernements de l'état 1 étaient partiellement conservés dans cette zone, et c'est ce que j'ai mis sur cette diapositive en bleu. Ces casernements donc, furent rasés au cours de l'état 2. Lors de l'état 2, on édifia dans ce secteur un bâtiment à colonnes qui n'a été que partiellement mis au jour car il est enfoui sous des constructions postérieures que je n'ai pas pu complètement démonter. J'ai pu mettre au jour donc les limites qui sont situées ici, une série de colonnes et j'en restitue un autre ensemble pour probablement y voir un ensemble de 5 colonnes. Ces colonnes, celles qui ont été conservées, vous en voyez une ici et une autre ici, sont faites d'argile et de pierre recouvertes d'un enduit d'argile qui portait un décor de dents de loup peint en rouge. Il est probable que cette pièce, qui comportait des compartiments creusés dans le sol, vous en voyez ici, était un grenier, et on doit imaginer donc à cette époque-là, donc lors de la phase 2, on construit un grand grenier dans l'angle nord-est du fort. La datation de cette phase est postérieure au troisième quart du IIe siècle et les couches de remblai du sol du bâtiment à colonnes contiennent en effet des amphores à E3 tardives et des gourdes fabriquées à soie. Lors de l'état 3, le bâtiment à colonnes est rasé et de nombreuses pièces sont alors construites.
elles sont irrégulièrement disposées et reliées par des couloirs. Les murs sont édifiés avec des pierres de remploi et surtout des briques crues et de l'argile. Les pièces 9 et 10 qui sont ici, qu'on voit sur cette photo, forment un ensemble communiquant par des portes. La pièce 9 comporte une large banquette en argile destinée au couchage et une ouverture donnant directement sur la porte du fort, ici, montre qu'il s'agit du poste de garde à cette époque-là. Les pièces 12, 13, 14, 23 et 28, c'est-à-dire cet ensemble qui est situé dans ce secteur, constituent un groupe auquel on accédait par une porte donnant dans la pièce 12, c'est-à-dire par cette petite porte qui est ici. Les pièces 24 et 26 que nous voyons sur ces photos semblent appartenir à un autre groupe, qui est ici, les 24 et 26, appartenir à un autre groupe auquel on pénétrait par une porte aménagée dans le mur 23. La pièce 28, qui est située ici, présente un plan tout à fait irrégulier avec une abside, une sorte d'alcôve arrondie, construite en argile et enduite de blanc, et c'est clairement un endroit où il y avait, où on pouvait dormir. L'entrée de l'alcôve est marquée par 2 pilastres formés par des tronçons d'amphore. Les pièces 25 et 26 forment tout un ensemble d'habitations et on reconnaît un grand lit ici avec une niche pour poser une lampe, des silos pour des réserves de grains et une petite pièce annexe ici. Enfin, les pièces 15, 20 et 21 auxquelles on accédait par ce couloir sont à la fois des pièces de réserve et une chambre qui était située ici. Vous voyez ici l'état de conservation qui était particulièrement bon, avec dans la pièce 15 des niches qui comportent des amphores qui sont scellées dans le mur et qui servaient de réserve d'eau, et dans la pièce voisine, une resserre qui a livré un grand nombre d'amphores égyptiennes du début et du milieu du IIIe siècle et des gourdes fabriquées dans la région de Coptos. Cette phase donc semble couvrir principalement la fin du premier quart et le deuxième quart du IIIe siècle après Jésus-Christ. La construction de cette phase est difficile à dater. J'ai tendance à penser qu'elle intervient quelque part dans le premier tiers du IIIe siècle, mais je ne peux pas le préciser beaucoup. Par contre, la fin de cette phase est assez bien datée vers le milieu du IIIe siècle. Bien datée parce que lui succède une dernière phase d'occupation dans ce secteur du fort, qui correspond à l'état 4 et qui est marquée par à la fois l'abandon de certaines pièces d'habitation et par la création d'une boulangerie dans la pièce 14 qui forme l'angle du fort. Les fours de cette pièce sont construits en au moins 3 fois, ce qui prouve un certain temps d'utilisation confirmé par l'accumulation des cendres dans les pièces voisines. Ces dernières sont en effet alors progressivement remplies de déchets provenant des fours. Donc, ici, l'emplacement donc, de la boulangerie avec les silos qui contenaient le grain et les fours successifs que nous voyons ici. Donc, un premier four, un deuxième ensemble de fours, et là-dessus viendra par la suite viendront deux nouveaux fours. Et puis, donc vous voyez ici ces fours qui sont situés très haut dans la stratigraphie,
donc le premier four, le deuxième four et les derniers fours. Et à cette époque-là, les pièces voisines sont totalement abandonnées et on rejette les cendres des fours dans les pièces, ce qui prouve donc que le fort est en partie abandonné, que ce secteur est consacré à la fabrication du pain. Et nous allons voir que ça a certainement une incidence. Cette occupation donc de ce secteur du fort, qui est en partie à l'abandon, donc en partie utilisé comme boulangerie, en partie transformé en bergerie, certaines pièces sont en effet abandonnées et sont remplies de fumier de moutons, montre que les soldats qui occupent encore le fort sont certainement moins nombreux qu'ils l'étaient jusqu'alors, et ils occupent plus que la partie centrale, les angles nord-ouest et sud-est, ainsi que les thermes, et que toute cette zone est consacrée à la fabrication du pain, peut-être liée à la distribution du grain aux nomades du désert. Nous verrons en effet que les textes que nous avons trouvés qui datent de cette période montrent que c'est l'époque où on distribue du blé aux nomades, et je me demande et je pense qu'on leur distribuait aussi du pain, ce qui expliquerait la multiplication de ces forts que nous avions constaté aussi dans la phase finale du fort de Dios. On datera donc cette dernière phase entre le milieu du IIIe siècle et la décennie 260 après Jésus-Christ. Une toute dernière phase succède à cet ensemble après l'effondrement des murs. Dans le sable éolien qui s'est accumulé au fil du temps, j'ai pu noter quelques foyers en plusieurs endroits et la construction d'un mur en diagonale fait de pierres de récupération. Cet état 5 du fort est difficilement datable car il regroupe des fréquentations sporadiques qui se sont étalées sur la longue durée. On peut toutefois le dater globalement de l'Antiquité tardive, car un des foyers de la pièce 14, donc de cette pièce-là, un foyer qui était vraiment presque en surface, a livré un fragment d'amphore Leitreman Amphora I, ce sont ces amphores qui contenaient le vin produit en Cilicie au cours des 5e et 6e siècles après Jésus-Christ. Et nous verrons que cette phase de fréquentation est aussi attestée ailleurs dans le fort, ce qui montre qu'au temps où Bérénice connaît un nouvel essor, c'est-à-dire au cours de la seconde moitié du IVe et surtout au 5e siècle après Jésus-Christ, les ruines du fort constituent un lieu de bivouac pour les caravanes. Il est on va aller jusqu'à 11. On va continuer donc notre pérégrination par l'angle sud-est du fort, où un tableau similaire peut être présenté. L'état 1 du fort, c'est-à-dire celui qui remonte à la construction lui-même sous les Flaviens, est bien entendu constitué par le rempart que vous voyez ici et par quelques murs conservés dans les phases postérieures, notamment les murs principaux, c'est-à-dire celui-ci et celui-ci. Aucun niveau archéologique de cette période ne peut leur être associé, car, comme je vous l'ai dit, au cours de cette phase, les sols sont systématiquement raclés et les déchets sont transportés sur le dépotoir. Au cours d'un second état, et qui pourrait être à peu près contemporain de l'état 2 dans l'angle nord-est du fort, on a construit 2 fours à pain cylindriques qui sont installés sur un sol que vous voyez ici. Donc là, vous voyez la stratigraphie de l'ensemble de ce secteur. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais simplement pour vous montrer donc les murs les plus anciens qui descendent jusqu'au lit du Wadi, le rempart étant situé ici et les murs des casernements les plus anciens descendent jusqu'au fond. Et puis, donc, lors de la phase 2, la construction de ce mur, de ce sol et de
ce four à pain. Par la suite, comme vous le voyez, la stratigraphie se constitue beaucoup plus rapidement car on ne nettoie plus les casernements, mais on étale au contraire les déchets, ce qui évidemment est plus favorable pour une meilleure compréhension et une meilleure datation des évolutions successives des constructions. Donc nous avons affaire à cette deuxième phase, marquée, comme je vous l'ai dit, par des fours à pain cylindriques, et puis ensuite par une troisième phase, qui est donc l'état 3, que nous avons déjà vu tout à l'heure dans l'angle nord-est du fort, et qui voit la prolifération de constructions, la division des pièces. On crée alors toutes ces petites pièces, donc la pièce 60, 61, 62, etc. Et ce sont alors des pièces d'habitation qui comportent des banquettes. Et j'ai divisé cet état 4 en 4 sous-états que je vous épargnerai, qui correspondent à des changements de destination et à un exaucement rapide des sols qui sont plusieurs fois remblayés et sur lesquels les déchets sont abandonnés entre chaque réfection. À cette époque-là, la pièce 63, qui est ici, par exemple, est dotée de banquettes et d'une meule à grains, donc on y fait évidemment de la farine. Les pièces 60 et 68, qui sont situées à côté, sont 61, sont dotées également de banquettes qui permettent donc d'imaginer qu'il s'agit de chambres. Et les pièces 60 et 68, elles sont dotées de sols décorés, faits de dalles et d'éclats de pierre multicolores, de quartz, de serpentine et de granit, qui incluent aussi des coquillages. Ce sont les petits ronds que vous voyez là. Donc, une volonté de décoration intérieure de la part des soldats. Cette phase se conclut, comme dans le secteur nord-est, par un dernier état que j'ai appelé état 4, où certaines pièces sont abandonnées, mais où certaines sont refaites, et notamment c'est le cas des pièces 62 et 63, devant lesquelles on construit des silos de grains, que vous voyez là, et dans lequel, dans la 62, on construit une banquette servant de lit. Vous voyez ici la banquette, et puis les silos sont au premier plan. À la fin, après l'abandon du fort, donc, l'ensemble est recouvert par du sable, et on voit, comme dans l'angle nord-est, la création, la construction d'un mur fait de pierres de remploi qui montre bien qu'il y a à nouveau dans ce secteur-là des campements qui ont lieu sporadiquement, et donc on a construit ce mur pour s'abriter en quelque sorte du vent du nord et pouvoir bivouaquer. Et là, à nouveau, nous trouvons un sol qui est associé avec une amphore, l'Eitroman Amphora Awan, du 5e siècle. Donc, même schéma que ce que nous avons vu dans l'angle nord-est, et nous allons voir tout à l'heure, après une courte pause, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté du fort et comment le fort est ensuite totalement abandonné.